Index Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Crypto Fear Green Index qui est redevenu dans le grid. Et oui, alors moi en vidéo le soir, je vous montre un autre indicateur. En gros, il y a plein d'indicateurs différents. Chacun calcule selon son algorithme. Bon, celui-là, je le trouve un peu trop volatile. Il est trop en mode, yeah, je pousse en haut. Ah, mon Dieu, dans l'extrême peur. Yeah, dans le super grid. Bon, moi, celui que je prends, il est un peu plus lissé, tu vois. Il est moins un petit peu chaotique que celui-là. Donc là, on est repassé. Alors lui, c'est le plus regardé. Hein. On est passé à 61. Yeah, sur le grid. Ça y est, la cupidité est là. Les investisseurs sont bullish. C'est parti to the moon. Bah, c'est normal. Bitcoin s'approche des 100 000. On va revenir également sur les data on-chain que je vous avais présenté semaine dernière. On voit que le retail continue à vendre. Ça s'enfonce ici, vous voyez, par rapport à la semaine dernière. On a donc du retail qui, lui, n'est pas confiant sur les semaines à venir, voire mois à venir. Alors que les whales et les exchanges, eux, vous voyez, ça repart quand même fortement à l'accumulation, même sur la hausse de ces dernières journées. Pour moi, c'est le scénario parfait s'il n'y avait pas cette histoire de cours suprême. Alors, je le redis, ça peut être vraiment la fusée qui fait décoller Bitcoin si les 25% avaient raison et les 75% avaient tort. Là, ça risque à mettre vraiment un gros coup de pied dans le derche de mamie. Elle va monter direct to the moon. Bon, écoutez, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Il faut quand même pas s'enflammer. Les statistiques sont là. On attendra de voir. Par contre, les cryptos, au niveau des altcoins, catastrophique. Les altcoins se sont fait éclater. Et personnellement, je me suis aussi fait éclater début 2025. Jusqu'au moment où je me suis dit, là c'est bon, j'arrête. Je sors du train des altcoins, quasiment de tous les altcoins, sauf les plus gros et les plus solides. Et j'ai bien fait, parce que ça a continué. Et j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter en fait. Par contre, Bitcoin, même si on est dans une baisse plutôt résilient, voilà, ça a bien descendu, mais il ne faut pas oublier qu'on était parti de 16 000 $, on est allé à 125 000 $. Donc voilà, là il est aux alentours des 90 000 quand je fais cette vidéo. Donc je trouve qu'on est plutôt résilient. Par contre, 2025 c'était aussi une année où Trump nous a grave déçus. 2024 il a boosté les marchés, donc pour ceux qui investissaient c'était quand même vraiment royal. 2025, franchement le même coin Trump, le même coin Melania, tous les délits d'initiés que voilà, si c'était un citoyen normal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais un peu déçu. Bref. Ça s'est arrêté brutalement, hein, ouais. Comme ça. C'était en début d'année. Voilà. Ça a duré de octobre 23 jusqu'à quasiment janvier 25. Plus de son, plus d'image, tout perdu. Plus rien dans la fameuse, soi-disant, plateforme... Qui est toujours en ligne d'ailleurs ? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Et donc après, là, tu as compris que tu as perdu 300 000 €. Comment tu réagis Donc à ce moment-là, pendant 3 mois, sachant que tout ça, j'en parle à personne. Parce que c'est dur à... J'en parle à personne de mon environnement, c'est-à-dire de mon environnement proche, c'est-à-dire familial ou amical. Personne n'est au courant de ces positions que j'ai prises, soit quand j'étais en gain, soit quand j'étais en perte, soit... aujourd'hui que j'ai tout perdu, quoi. Donc pendant 3 mois, j'ai un sentiment de frustration et un sentiment de honte. Donc j'en parle à personne. Parce que c'est pas mon environnement, c'est pas mon écosystème, c'est pas du tout mon domaine professionnel, donc je vois pas du tout comment je vais arriver à m'en sortir pour capter des gens qui sont au bout du monde, qui sont peut-être en Asie, qui sont peut-être en Afrique, qui sont peut-être je ne sais où. C'était une demande que j'avais. C'est important parce que là c'est dans le cadre de l'histoire Exaion Marat, hein. Donc oui. On tient à prévenir tous les acteurs politiques, aussi bien l'Élysée que le ministère de l'économie, que les gens qui sont concernés par l'énergie, sur ce qui est en train d'être fait, sur la cession du potentiel minier français à une boîte américaine avec tous les dangers que ça comporte. C'est quoi les dangers que ça comporte de votre point de vue ? Les dangers que ça comporte, c'est qu'il y a un potentiel minier qui est énorme. En gros, aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, c'est ce qu'elle nous a confirmé hier à l'Élysée. Tout le monde a conscience aujourd'hui qu'on a une très forte capacité de production d'électricité qui n'est pas utilisée, et donc qu'on travaille avec une extra capacité considérable, pratiquement tout le temps. Donc on le sait que les centrales nucléaires travaillent pas en baseload en France, mais plutôt à 60-65% de leur capacité. Donc on a cette capacité de faire du mining qui est considérable. C'est un outil pour l'électricien parce que toute cette électricité qui est disponible, elle est pas disponible tout le temps. Elle est disponible actuellement 80% du temps sur l'année. Donc, une demande traditionnelle électro-intensive ne peut pas accéder à cette électricité-là. Ledger, il propose, donc c'est un partenariat, il faut faire attention en termes de sécurité,
mais ils vont proposer du yield. Donc c'est des intérêts. Pour ceux qui accumulent juste du Bitcoin, je pense que c'est des très très bonnes choses. C'est toucher des rendements. Donc ça va être hyper intéressant. Et on apprend que Ledger, qui est une société française, je pense qu'en ce moment dans la tech, il n'y a pas beaucoup de boîtes de ce niveau en France. Et comme tout se passe aux États-Unis, malheureusement, ils vont se lancer en bourse plutôt à New York qu'à Paris. Et donc ça pourrait arriver. Ça marche super bien. Ils ont annoncé, pourtant ça a été dur en 2025, mais avec tous les problèmes avec la réglementation et autres, parce que Ledger et les cold wallets ne sont pas impactés, ils ont annoncé une année exceptionnelle pour 2025. Et une petite pression, parce que le compte à rebours s'accélère pour les acteurs crypto français. À 6 mois de l'échéance, les acteurs crypto français doivent s'adapter. L'AMF alerte sur les délais d'instruction et appelle à anticiper. Donc là, il y aura des gros impacts sur beaucoup d'exchanges. Tous les exchanges qui n'auront pas l'agrément AMF au mois de juin, en gros, ils ne pourront plus exercer en France. Donc ça aura des conséquences majeures sur le secteur. Ensuite, c'est à double tranchant, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est surtout le fait de enfin proposer de la DeFi pour du Bitcoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent tout simplement du Bitcoin, et je pense que c'est une approche qui est intéressante. Cette semaine, on a vu passer une vague de... je ris, c'est un air jaune, je ris nerveusement, mais encore une nouvelle vague d'attaques contre des investisseurs crypto, toujours de pire en pire. Et ce que j'avais vu, ce qui était un peu triste, c'est que depuis début 2025, on est à plus de 20 enlèvements, attaques en tout genre sur des détenteurs de crypto en France. Donc plus de 20, sachant que dans le monde, il y a eu genre 75 attaques recensées. Ça fait que la France, c'est ça représente presque 25-30% de toutes les attaques, tous les enlèvements auprès de détenteurs de crypto à travers le monde. C'est un peu triste, Et je sais pas trop pourquoi spécialement la France aussi, peut-être, je crois que j'avais vu un post d'Asher où il expliquait que c'était aussi, t'avais des fuites de données où du coup, l'État nous demande énormément de données. Je sais pas, maintenant quand vous faites vos KYC sur les plateformes, ils vous demandent de plus en plus d'infos et après, t'as des fuites et tout. Donc je pense que t'as des gens qui arrivent à avoir accès aux données personnelles des gens, entre autres facteurs. Mais ça casse un peu les couilles. Pour cette news-ci, on va partir pas très loin, on va partir en Allemagne. Pourquoi ? Parce que nous avons la deuxième plus grande banque d'Allemagne qui obtient le feu vert pour lancer sa plateforme crypto. DZ Bank, la deuxième plus grande banque d'Allemagne, a obtenu l'agrément MiCA de la banque BFIN le 14 juillet 2026, permettant le lancement de sa plateforme et l'échange MEN Crypto, intégré au wallet de l'application VR Banking App pour les clients autonomes non liés à des conseils d'investissement. L'offre initiale inclut donc le trading de Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Cardano. Cette approbation s'inscrit dans une tendance européenne où les banques s'ouvrent aux crypto-monnaies. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est de toute manière, si les banques ne s'ouvrent pas aux crypto-monnaies, c'est la fin dans 10, 15, 20 ans maximum. C'est fini, tant pis pour les banques. C'est fini, tant pis pour les banques. Et les banques 2.0 seront les sexes. D'une manière ou d'une autre, les plateformes centralisées, c'est comme ça que je vois les choses. Toujours, je suis pas sûr, ça fait quand même un petit temps, mais sur le long terme, oui, c'est sûr que s'il n'y a pas de transition des grandes banques... Tether, c'est le géant que personne ne voulait voir grandir. Pendant des années, le nom faisait rire ou peur. Projet opaque, outil de manipulation supposé, bombe à retardement pour certains, fraude systémique pour d'autres, un paria de la finance crypto qu'on accusait à chaque crise, qu'on craignait ou espérait voir exploser à chaque correction. Et pourtant, 10 ans plus tard, c'est lui qui tient les clés. USDT est devenu le plus gros stablecoin de l'écosystème. Mais surtout, Tether est devenu une entreprise extraordinairement rentable, plus efficace que Google ou BlackRock, avec une présence tentaculaire sur les blockchains, dans les pays émergents et jusqu'au bilan des États-Unis. Pendant que les autres parlaient régulation, idéologie ou libertarianisme, Tether, lui, imprimait des dollars, littéralement et légalement. Et derrière cette réussite discrète, une stratégie, devenir indispensable. Ce qui n'était qu'un patch pour traders est en train de devenir l'infrastructure monétaire du dollar numérique. Un outil à la croisée des usages, des blocs géopolitiques et des intérêts américains. Regardez de Polygon maintenant.
Polygon, ils viennent d'acheter pour 250 millions de dollars deux entreprises, CoinMe et Sequence, autour des stablecoins aux États-Unis, et qui va permettre en fait à Polygon désormais d'avoir toutes les licences nécessaires pour être une plateforme de paiement aux États-Unis, régulée dans 48 États aux États-Unis, disposant de distributeurs crypto partout aux États-Unis. Ça va vraiment changer les choses pour Polygon. On peut imaginer désormais des offres qui pourront sortir pour le grand public, associées au paiement, combinées aux cryptos. Vraiment, Polygon, ils sont en train de se spécialiser dans tout ça, dans les paiements à faible coût. Ils ont augmenté drastiquement la capacité du réseau. Ils se sont séparés d'un certain nombre de projets qui étaient initialement au sein de Polygon, mais pour se concentrer justement sur ça, sur les paiements. Avant, on va être obligé de parler du Clarity Act, donc qui est cette loi qui est très importante, qui permet de pouvoir restructurer l'ensemble des cryptos aux USA, savoir qui dirige quoi, pourquoi et qui doit faire quoi. Ça se passe pas super bien, à tel point que le CEO de Coinbase, qui est un des gros acteurs dans la mise en place de cette loi, a expliqué qu'il se désolidarisait de cette loi en donnant une explication simple: vaut mieux ne pas avoir de loi que d'avoir une mauvaise loi, ceci est une mauvaise loi, et on va expliquer pourquoi. Je pense qu'il a bien raison, que c'est une mauvaise loi. Il y avait des points qui étaient plutôt positifs, d'autres qui étaient plutôt négatifs, et on est arrivé à un stade où globalement on donne l'accès illimité aux différentes données au gouvernement. On se retrouve avec clairement un lobby bancaire qui a fait un super travail pour tout verrouiller, d'accord? Que ce soit le rendement sur les stablecoins, on en avait parlé hier, mais il n'y a pas que ça. Sur tout ce qui est structuration de la DeFi, l'administration Trump, et les conséquences de cette prise de contrôle pourraient être assez graves sur votre niveau de vie. Donc, je vous explique ce qui se passe du côté de la Réserve fédérale américaine et je vous explique ensuite les conséquences que tout cela pourrait avoir sur notre niveau de vie, sur notre épargne, sur nos investissements. Donc, restez avec moi. Bien sûr, avant de commencer, c'est le temps de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le temps de se joindre aussi au direct en cliquant sur le bouton « Se joindre » sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Maintenant que c'est fait, alors nous pouvons commencer. La Réserve fédérale américaine est sous enquête, elle est investiguée, donc anglicisme ici, mais elle est enquêtée, elle fait l'objet d'une enquête par le département de la justice américaine. Powell pourrait être accusé au criminel et un subpoena, en fait, a été déposé. Qu'est-ce qu'un subpoena? Bien sûr, je ne suis pas au fait là, du fonctionnement de la justice américaine, donc j'ai fait une petite recherche sur Google. Donc, un subpoena, c'est une assignation à comparaître, c'est une injonction légale qui oblige une personne ou une organisation à témoigner ou à produire des documents et des preuves qui sont liées à une affaire. Donc, à quelle affaire parle-t-on ici? C'est en lien au témoignage de Jérôme Powell devant le Sénat, un comité du Sénat, en juin dernier, dans l'affaire des rénovations dans les bureaux de la Réserve fédérale américaine. Donc, Jérôme Powell qui a été questionné. Sans grande surprise, nous avons Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux donc, qui montrent leur soutien à Jérôme Powell. Le 14 janvier 2026, Christine Lagarde, présidente de la BCE et d'autres banquiers centraux, gouverneur des banques centrales d'Angleterre, Suède, Danemark, Suisse, Australie, Canada, Corée du Sud, Brésil, ainsi que François Villeroy de Gallo, je parle de tout ce qui c'est, et Pablo Hernandez de Cos pour la Bank of International Settlement ont publié un communiqué soutenant la Fed et son président Jérôme Powell face aux pressions de la Maison-Blanche sous Donald Trump. Le communiqué insiste sur l'indépendance des banques centrales comme pilier de la stabilité des primes financières et économiques et loue Powell pour son intégrité et son engagement politique. Ce soutien collectif donc renforce la défense et l'indépendance institutionnelle et de l'état de droit face aux pressions politiques. Il pourrait stabiliser les marchés financiers en signalant plutôt une unité internationale tout en soulignant les tensions entre exécutifs et institutions monétaires. Démocrates, républicains, tout le monde fait bloc contre les attaques de la Maison-Blanche, même les économistes sont en train de se regrouper derrière lui. En tout cas, c'est le grand sujet des chaînes de télé américaines en ce moment, mais du côté de Wall Street, rien, pas un mouvement,
pas une déclaration concrète, même pas un petit soubresaut de réaction quelque part. Comme disait l'autre, c'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Cette passivité des marchés face à une telle crise institutionnelle, c'est presque aussi fascinant que les chiffres eux-mêmes. Justement, parlons-en des chiffres. Hier, le BLS a enfin publié ses données sur l'inflation, les premières données propres depuis le shutdown d'octobre. Les attentes étaient à 2,7% sur le CPI, c'est sorti à 2,7%. Le core CPI était attendu à 2,7% et on a eu 2,6%. Sur le papier, c'est génial, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est dithyrambique. Mais bon, on va pas oublier non plus que le BLS travaille quand même pour l'homme aux cheveux orange, et quand on sait que tout le monde là-bas a une peur bleue de se faire virer, on a en droit de se poser des questions sur les impartialités, sans pour autant sombrer dans le complotisme de bas étage. En tous les cas, les chiffres du CPI plaisaient au marché, plaisaient à Trump, et admettons que ces chiffres soient la pure vérité, si l'inflation est vraiment sous contrôle à 2,6%, et qu'on y ajoute les chiffres tout pourris de l'emploi de la semaine dernière, alors là, c'est la formule magique, c'est abracadabra. Faire attention, le baril, lui, qui descend, le dollar américain qui continue à prendre de la vigueur, et le 10 ans américain, les rendements qui descendent un peu, les gens se ruent sur les bons du trésor, sur le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans, on avait vu ça. Au niveau des chiffres macro aujourd'hui, il n'y aura pas de chiffres macroéconomiques forts. Vous voyez, il y aura seulement les chiffres de l'emploi qui vont tomber, c'est-à-dire les demandes d'allocation chômage qui tomberont à 14h30 pour voir un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Comme toutes les semaines, on a les demandes de la semaine dernière. Donc, on va bien regarder s'il y a plus de demandes ou pas. Au niveau du calendrier prévisionnel de baisse des taux, on a toujours potentiellement une baisse de taux seulement le 17 juin. Donc, malgré les chiffres du PPI hier, ça n'a pas influencé les probabilités de baisse de taux à la hausse ou à la baisse. On reste en juin un peu statu quo. Pour venir ici sur BTC, donc on a eu la cassure du range dans lequel nous sommes depuis maintenant plusieurs semaines. Cette cassure haussière est bel et bien validée puisqu'on a eu deux bougies au-delà du range ici, avec la bougie de breakout et hier la bougie de continuation. Et donc, on est bien dans les zones qu'on avait identifiées, c'est-à-dire la zone de fair value gap en hebdomadaire, ici, qui est ouverte depuis quelques temps. Ça fait très longtemps qu'on parle de cette zone. Je ne suis pas étonné que le marché y vienne. Et également, bien sûr, la zone de fair value gap en mensuel. Donc ça, c'est les objectifs qui ont été atteints. Pour que ce breakout puisse durer et qu'on puisse continuer d'avoir une dynamique haussière pour pourquoi pas aller plus haut. Déjà, dans un premier temps, le fair value gap s'étend jusqu'aux 101 516 $. Donc, il y a de quoi remonter aux 100 000 $ si on le voulait. Pour travailler tout ce fair value gap mensuel. On voit qu'au sein du fair value gap hebdomadaire que je vous ai indiqué ici, on a ce petit fair value gap daily et c'est ici qu'on est en train de consolider, ce qui est tout à fait normal. Donc on a une double résistance juste ici. Donc là, ça va opérer une résistance sur le BTC. Donc normalement, on devrait commencer à consolider. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici. Et donc, ce sont des zones importantes. Ça peut être des zones de top, bien évidemment. Ce qui confirmerait ici un fake out, donc une consolidation, manipulation. Globalement, on a franchi les 94 500. C'est la vraie grosse résistance. Tant qu'on tient, et l'objectif, ça serait qu'on se maintienne au-dessus à partir des 3 jours. 3 jours, c'est là où on peut commencer à valider un breakout de façon, on va dire, parfaitement, avec des statistiques, on va dire, beaucoup plus en faveur de la continuation. D'ailleurs, si vous regardez le Shop Index, le Shop Index, cet indicateur de force, il était chargé et commence à se décharger, ce qui est très bon signe. Ça veut dire qu'on est en train d'envoyer un potentiel début de tendance. Donc tout ça, c'est des signaux qui sont quand même forts. Après, l'autre avantage ou l'autre argument en faveur de la continuation, c'est que finalement, on n'a plus grand-chose qui nous attend jusqu'à 99. 99, c'est la borne basse de cette supply. Sinon, sortie prévue le 19 novembre 2026 pour tous nos amis gamers, la sortie de GTA 6. Et j'en parle parce que voilà, c'est juste un événement incroyable, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de rumeurs au niveau du fait qu'il y ait potentiellement de la blockchain, des cryptos ou pas à l'intérieur. Dites-moi si vous voulez qu'on en parle. Pour moi, on s'en va vers une vague haussière pour début 2026, probablement jusqu'au premier trimestre 2026 sur les robots. Pourquoi? Parce que les premiers robots humanoïdes vont arriver dans les maisons à partir du premier trimestre 2026 avec les robots qu'on voit ici de la compagnie 1X qui, faut l'avouer, sont jolis pour une première itération de robots qui s'en vient dans les maisons. Et bon, le but de ces robots-là, c'est quoi? C'est de remplacer des tâches ménagères, donc faire le ménage, faire la vaisselle, s'occuper de la maison. C'est la première itération de ces robots-là, mais on le sait qu'il y a plusieurs autres types de robots qui existent et qui vont exister dans les prochaines années. Donc, avant d'aller voir spécifiquement
quelques compagnies de robots et qu'est-ce qui va vraiment arriver avec ceux-ci. Maintenant, voici ce qui me semble le plus important à comprendre. L'IA est en train de devenir ce que les économistes appellent une technologie à usage général. C'est un terme très important. Alors, c'est un terme technique qui désigne des innovations qui transformeront ou qui transforment déjà tout sur leur passage. Prenez la roue par exemple. Vous pouvez la mettre sur un chariot, l'utiliser dans un engrenage, l'intégrer dans une poulie. C'est une technologie à usage général. L'électricité en est une autre, peut-être la plus transformative de l'histoire. Avec l'électricité, vous pouvez avoir de la lumière, des machines, de la communication, de la réfrigération, de l'informatique. Il n'existe pas de technologie à usage général plus polyvalent que l'électricité. Du moins, jusqu'à maintenant. Eh bien, l'intelligence artificielle est en train de devenir la prochaine itération de cette catégorie-là. Un rapport récent de l'OCDE confirme que l'IA générative présente les 3 caractéristiques définissant une technologie à usage général. Toute l'IA aujourd'hui est financée à crédit et elle ne produit absolument aucun bénéfice encore pour justifier ces investissements. On est donc très clairement dans les phases de financement à la fois VC et ou, comme on l'a dit, de financement créditeur sur des entreprises qui ont des excédents de trésorerie. S'en suivra évidemment la phase, s'en est suivi la phase de momentum, donc aujourd'hui où tous les débiles sont en train d'acheter ces valorisations complètement stratosphériques, et on a dit attention, quand la marée va se retirer, le problème c'est qu'évidemment tous ceux qui sont dans la hype vont se pencher un joli retour de bâton dans la gueule. Et je doute que beaucoup de ces entreprises puissent trouver un relais de croissance. Donc on fait attention évidemment, l'IA est une bulle de hype, d'accord, mais elle aura et elle suivra probablement un cycle dans lequel certaines des entreprises, après en avoir éliminé 81% voire plus, se relèveront et évidemment profiteront enfin d'une croissance. Mais cette croissance, encore une fois, dans le rythme, d'accord, si on se dit ça aura été les 4-5 années qui ont construit la bulle de l'IA, c'est de comprendre qu'il faudra 4-5 années de plus, allez, bon, peut-être plus 2 ou 3, pour jouer. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.